Coucou les addicts, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épisode 4 de la saison 7 d'Outlander, Zone d'inconfort. Pour les personnes non francophones, vous avez la possibilité d'activer les sous-titres dans votre langue. Pensez à régler vos paramètres. Et c'est également le cas sur toutes les autres vidéos décryptage des épisodes de la saison 7. Ravi de tous vous retrouver pour passer un bon moment ensemble autour de notre série préférée. À l'heure où j'enregistre, nous n'avons toujours aucune nouvelle de la date de diffusion de la deuxième partie de saison 7. J'espère que nous saurons bientôt. Généralement, les fêtes de Thanksgiving ou de Noël sont propices aux annonces. Alors croisons les doigts ensemble pour qu'on ait des infos d'ici là. Alors tiens, en parlant de Noël, est-ce qu'il y a des addicts officiels dans la place ? Si oui, je vous propose de mettre le hashtag addictofficiel en commentaire dans le forum ou dans les commentaires sous la vidéo. Bienvenue à vous, chers addicts officiels, et bienvenue à vous tous. On s'approche de la fin d'année et certains d'entre vous, parmi les addicts officiels, vont recevoir une petite surprise bien spéciale. Cette année, les addicts beaucoup passionnément à la folie, je vous annonce que vous recevrez ma petite carte de Noël personnalisée, mais qu'elle ne sera pas toute seule dans l'enveloppe. Je suis en train de vous préparer une petite surprise. Pour rejoindre la communauté et faire partie des addicts officiels, ultra simple. Vous tapez deveniraddictofficiel.com et pour le prix d'un cappuccino, vous pouvez devenir membre privilégié et bénéficier de nombreux avantages. Ça me permet par exemple de payer l'hébergement et la maintenance de mon site internet, mais surtout vous permettez à ces vidéos et à mes contenus de continuer à être disponibles de manière totalement gratuite. Dernière question. Vous avez prévenu les copains que vous regardiez ce décryptage ? Allez, ne soyez pas timides. Et si vous apprenez des choses sympas au cours de ces décryptages et que vous voyez parfois des fans qui se posent des questions au sujet des épisodes, n'hésitez pas à leur conseiller de venir voir si la réponse ne se trouve pas dans l'un ou l'autre de mes décryptages. Bon allez, vous êtes prêts ? On commence avec mes impressions générales. C'est le 4e épisode de la saison, on a quitté le Ridge pour de bon, et c'est vrai que ça faisait 3 saisons qu'on était avec les Fraser au Ridge, et on retrouve les rues de Wilmington, qui ont été le théâtre de tant d'actions par le passé. Ces décors se sont d'ailleurs enrichis au fil des saisons, et vous pouvez voir ça sur les bonus qu'a publié la production, sur mon site internet notamment. Et le Red Falcon, cette auberge, le Faucon Rouge, en est une très belle illustration. Et pourtant, ce sont également des décors auxquels il va falloir bientôt dire adieu. Au fil de l'épisode, on redécouvre aussi Lady Brock, version XXe siècle, après les travaux engagés par Brianna et Roger. Faut dire que le soin porté au décor de Lady Brock est proprement hallucinant. Moi, j'adore le fait que les Mackenzie aient fait le choix de conserver des éléments d'époque, que ce soit dans la structure et les murs, ou dans des éléments d'ameublement. Roger assis au bureau du Lord, ça en jette tout de même. D'ailleurs, ce bureau est celui qui est découvert sous le drap de la title card de l'épisode, vous l'avez peut-être remarqué. Alors pourtant, cette bâtisse, déjà en travaux depuis 2 ans, d'après ce qu'on entend au tout début d'épisode, cette bâtisse semble bien loin d'être achevée, on comprend que l'étage n'est pas vraiment commencé, Roger fait de la peinture au rez-de-chaussée, le couple et les enfants dorment dans la caravane, et donc il faut se figurer que certaines scènes ont lieu dans la caravane et d'autres au rez-de-chaussée de la maison. La cuisine, le bureau de Roger sont fonctionnels, le salon visiblement pas tout à fait, on voit la tente des enfants, une tente pour jouer, qui est dressée dans le salon, salle à manger. Alors à noter que les intérieurs de Lady Brock ont été montés en plateau, plateau de tournage dans les locaux de la production qui sont situés pas loin de Glasgow. Et je me demande si la balle de mousquet en or que Roger a fini par découvrir pourra fournir un peu d'argent pour avancer dans les travaux. On notera que la production a jugé utile d'incruster la mention Lady Brock dans les images au début d'épisode, Lady Brock et un peu plus tard, 1980, comme si nous ne savions pas. C'est un peu étrange. Alors en revanche, l'année 1980 qui est mentionnée, ça c'est beaucoup plus utile pour nous situer. Cela signifie qu'on a un creux de 2 ans sur la ligne de temps des Mackenzie par rapport à l'épisode précédent, alors que pour Claire et Jamie, on est dans une chronologie plus lente, puisque leurs événements suivent directement ceux de l'épisode 3. Ainsi, 2 ans se sont écoulés depuis la fin de l'épisode 3 pour les Mackenzie, et la découverte que Lady Brock était en vente. Ils l'ont donc acheté, les enfants ont grandi,
Et si on est cohérent par rapport à ce que je disais dans le décryptage précédent, Mandy doit être âgée de 4 ans environ, à peu près 4 ans. Peut-être 3. C'est difficile à dire. Et Jem, qui est né en 1770, donc il avait 6 ans quand il a passé les pierres à Ocracoke. Et je le disais la dernière fois, dans le dernier décryptage, les Mackenzie ont atterri en 1978. Donc Jem, 6 ans en 1978, ce qui fait qu'il a 8-9 ans, là, en 1980. On découvre donc de nouveaux acteurs pour interpréter ces personnages. Jem est aussi blond que le précédent petit acteur, donc il y a une cohérence dans la série, mais tout de même une différence par rapport au livre, et ça on l'avait déjà mentionné au moment où le petit Jem a eu un rôle dans la saison 5, parce que Jamie est très roux dans les livres, aussi roux que sa mère et que son grand-père. Quant à la petite Mandy, elle a les boucles de sa grand-mère, ça c'est conforme au livre, et elle a le soupçon d'espièglerie dans les yeux, tout comme il faut, tout comme on le ressent quand on est lecteur. Alors après, je dirais que ce sont des enfants acteurs, pas faciles à évaluer et à apprécier. Juste une petite anecdote les concernant, ces 2 enfants se connaissent très bien dans la vie, ils sont amis, et c'est Jem qui a été casté en premier, et c'est sa famille qui a suggéré d'auditionner la petite qui joue Mandy. Et puisque je parle de nouveaux acteurs, il y en a d'autres dans l'épisode, à commencer par William. On l'avait découvert dans l'épisode 2, mais je n'avais pas vraiment développé. Alors cet épisode sert vraiment de rampe de lancement pour ce personnage, on passe du temps avec lui, et c'est l'acteur canadien Charles Van der Vaart qui a été choisi pour le rôle. Encore une bonne pioche de la part des équipes de casting, emmenées par Susan Smith. Il a tout de suite endossé le costume, il a pris des cours de maintien, en fait, de maintien comme un lord anglais. Il a travaillé son accent anglais aussi, puisque, bien sûr, étant canadien, c'est pas tout à fait la même chose. Il a fait de la musculation pour avoir une stature proche de celle de Sam Yuan, même si, de base, cet acteur est déjà bien charpenté et puis très adepte, justement, de sport. Il a aussi étudié et repris certains tics de Jamie, et notamment celui où il se touche le menton quand il réfléchit. Charles est ultra investi dans son rôle, il a dit dans les interviews qu'il avait lu le tome 7 et qu'il avait binge-watché la série en quelques jours, juste avant son audition. C'est un homme charmant que j'ai appris à découvrir en découvrant ses interviews de promo pour la saison 7. Un très très bel apport à cette distribution de rêves. Il en est de même, je trouve, pour le choix de Rachel et de Denzel Hunter. L'actrice Izzy Mickle-Small et Joey Phillips sont parfaits dans les rôles des Hunters, exactement tels que je me les représentais à la lecture des livres. Et puisque je parle des livres, je tiens à souligner le fait que le tome 7 regorge de très très belles choses. Ce qu'on nous donne à voir dans les épisodes à partir de celui-ci, et un peu aussi dans le précédent, pour ce qui concerne les Mackenzie notamment. Ce qu'on nous donne à voir est étonnamment adapté du tome 7, l'écho des cœurs lointains. Alors pour autant, ce livre comporte aussi certaines longueurs dans la narration. Alors ce n'est pas forcément gênant pour la lecture, quoique certains disent le contraire, mais en revanche, il y a des passages qui sont vraiment très très difficiles à adapter à l'écran. Et on se retrouve donc avec une histoire télévisuelle forcément condensée et des coïncidences de rencontres un peu, je dirais, forcées. L'enrôlement de Jamie, par exemple, imaginez-vous un peu que dans le livre, il y a toute une partie, donc c'est plusieurs chapitres, où Claire et Jamie sont sur la mer, avec Yann aussi, avec des histoires de bateaux. Alors je vous passe les détails, c'est une partie que je n'ai pas réellement aimée dans le tome 7, mais tout ça pour en déboucher justement à l'enrôlement de Jamie. Donc heureusement, la télé a zappé ça. Autre coïncidence, Claire qui tombe sur Tom Christie, ou Yann qui tombe sur William dans le grid d'Ismall. En tant que spectateur, je pense qu'il faut savoir accepter ces raccourcis qui poussent les intrigues vers l'avant sans se perdre dans des détails inutiles à la narration. On peut toutefois toujours se retourner ou retrouver nos livres pour combler les éventuels trous qu'on peut ressentir. Encore que je trouve que bon, ça va. Il faut juste admettre les coïncidences en réalité. La rencontre entre Jamie et Ernest nous remet dans le contexte historique. La déclaration d'indépendance est signée. Je dirais CF le feuillet qui est arraché du poteau par William. Mais en fait, la guerre ne fait réellement que commencer.
Pour moi, c'est un épisode d'exposé. On fait le point sur l'endroit où sont les personnages d'un point de vue émotionnel, et je vais développer tout ça dans mes thèmes. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas du tout parlé du titre, ce qui est très rare. C'est normal car je vais en parler juste après, je m'en suis servi pour le choix de mes thèmes. Mais d'abord, on va s'intéresser à mon top et à mon flop. Alors mon flop, c'est Jamie qui s'enrôle trop facilement dans l'armée. Alors qui s'enrôle, je ne sais pas si on dit qui s'enrôle, mais en tout cas qui est enrôlé beaucoup trop facilement dans l'armée continentale. Et qui est justifié un peu plus tard par Jamie par toute cette tirade sur l'idéal. Déjà, la rencontre fortuite de Arnett dans les rues de Wilmington est une coïncidence vraiment, je sais pas, désagréable. Et j'ai trouvé que le ton de Monsieur Arnett n'était pas vraiment amical ni reconnaissant envers les actes passés de Jamie pour les fils de la liberté. On sent que cet homme a son objectif en tête et que les individualités n'ont pas vraiment leur mot à dire. L'intérêt supérieur, c'est l'intérêt collectif. Alors, il laisse une porte de sortie à Jamie, ça c'est sûr. Il dit qu'il peut désigner quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Évidemment, connaissant Jamie, on sait que c'est pas vraiment une option. Et en fait, Arnett, ce personnage, fait prendre conscience à nous, public, que le combat continue. Certes, il y a eu une déclaration d'indépendance, mais ce n'est pas encore accepté par la couronne britannique. Et on réalise qu'ils sont vraiment au milieu d'une guerre, que la situation est tendue, voire désastreuse pour les continentaux, et qu'ils ont besoin de tous les hommes expérimentés. À ce titre, on peut se dire que le voyage en Écosse, pour les Fraser, ne revêt pas réellement d'urgence particulière. Néanmoins, ce qui me gêne un peu, c'est que dans la scène suivante, lorsque Jamie expose son souhait d'aller combattre, on a le sentiment que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On l'a senti dans la scène juste avant, un peu sur la réserve avec Arnett, en disant « bah oui, j'ai d'autres projets, je voudrais aller en Écosse ». Et en fait, il n'a pas vraiment eu le choix. Et dans l'auberge, face à Claire et Yann, il nous parle d'idéal, de combat pour sa famille, un peu comme s'il avait voulu remettre du sens sur son engagement un peu forcé. Alors en soi, ce n'est pas critiquable, puisque de toute façon, il n'a pas le choix, autant trouver de la motivation et une solide motivation. En ce sens, ces arguments ont du sens. Mais voilà, pour moi, l'enchaînement des deux scènes, en fait, est un peu rapide. Parlons plutôt de mon top. Et mon top va sans doute vous surprendre. J'avais envie de mettre en lumière un aspect hyper important du personnage de Roger. Quelque chose qui prouve sa complexité et sa beauté en tant que personnage. En effet, cette figure masculine de la série est moins mise en valeur que Jamie. Tout le monde n'a Dieu que pour Jamie. Jamie, c'est le roi des hommes. Est-ce que j'ai besoin de le rappeler ? Mais je trouve que Roger a aussi de quoi séduire dans ce qu'il est. Et nous voilà donc avec un homme qui navigue entre les époques par amour pour une femme et ensuite pour sauver sa fille. Déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très très noble, c'est hyper courageux et ça démontre beaucoup de choses de ce personnage. Au 18e, Roger se cherche, il finit par trouver sa vocation avant de faire le choix ou d'être contraint. Ça c'est à nous de... Enfin voilà, chacun met son jugement, mais en tout cas il retourne au 20e siècle, par choix quand même, probablement. Et puis, pour lui, là, il y a une perte de repère. Et ce qui semble encore plus difficile pour lui, c'est que j'ai l'impression qu'il a perdu la foi. Et c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Et donc, ma scène top, c'est la scène qui suit le retour de Brianna après la réussite de son entretien d'embauche. Elle arrive ravie d'avoir décroché le poste, et on va en parler. Mais elle remarque d'emblée le manque d'enthousiasme de Roger, et elle pointe ce manque d'enthousiasme. Moi, je trouve ça excellent qu'elle l'interpelle à ce sujet. Sans amertume, sans passion, hyper franc, juste mais t'as pas l'air content. Et la réponse de Roger est tout aussi honnête. Il sait que le monde du travail est encore très sexiste, et lui-même est déçu de ne pas être celui qui fait bouillir la marmite. Alors, vieux jeu, Roger ? Un peu, beaucoup même. Mais ce que j'aime, c'est qu'il a l'entière franchise de le reconnaître. Les derniers mots de Claire et de Jamie résonnent encore très fort en lui, ce que les deux lui ont dit au moment de leurs adieux aux pierres de Cracoc, de veiller sur sa famille, sur sa fille, sur sa famille. Et lui ne se sent pas à la hauteur de leurs attentes. Roger est quelqu'un qui a toujours besoin d'aider les autres
Et il n'a pas encore trouvé une façon de le faire au XXe siècle. Et en plus, il semble perdu, hein. Il y a un problème de vocation. Il pensait qu'il avait trouvé ce qu'il devait faire et le retour au XXe a un peu mis tous ses plans par terre, hein. En plus, Roger, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, est persuadé que Brianna, Claire, etc., qu'ils ont changé le passé, parce que, évidemment, là, a priori, les Mackenzie n'ont pas connaissance des actes de Tom Christie et de la publication de ce faire-part de décès. Et tout cela a un fort impact sur sa foi, sur ses croyances. Il questionne la notion de prédestination. Roger est un être d'une grande profondeur d'esprit. Je pense qu'on ne peut pas lui enlever ça. Et moi, j'aime ça chez lui. Car avec lui, on accède à ces questions importantes pour l'humanité. Et j'aime cette scène qui montre la vulnérabilité de Roger dans la belle conversation de couple avec Brianna, où il y a une grande honnêteté des deux côtés, une compréhension et une écoute de l'autre. J'aime qu'il se réconforte. Et le mot de la fin est pour Roger, hein. Il dit à Brianna « Je suis très fière de toi ». Et je trouve ça tellement beau d'entendre ça de la part de son conjoint. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette scène pour ma scène top. Mais passons à mes thèmes. Pour mon premier thème, j'ai choisi de partir du titre qui a été donné à l'épisode, A Most Uncomfortable Woman, le titre VO bien sûr. Et lorsque la production nous avait communiqué ces titres en amont de la diffusion de la saison 7, j'avais tenté de les traduire. Et en gros, j'avais dit que ça donnerait quelque chose du genre « une femme des plus déroutantes », avec l'idée que la femme en question provoque le malaise chez son interlocuteur, qu'elle le met mal à l'aise. De prime abord, on pense tout de suite à Claire, car dans la scène de l'auberge, hein, Tom Christie lui dit, en version française, « Vous êtes une femme fort pénible ». Donc voilà l'idée. Il semblerait donc que le titre veuille mettre ce passage de l'épisode en avant, mais à bien y réfléchir, il peut s'appliquer à presque toutes les figures féminines de l'épisode. Brianna, Claire évidemment, Rachel, Mandy, et même la prostituée au sort tragique. Alors commençons par la scène entre Claire et Tom Christie. Avant de mettre Tom mal à l'aise, c'est Claire elle-même qui est totalement désarçonnée. Le retour surprise de Tom et son baiser impromptu la laisse totalement sans voix. Elle, qui d'habitude n'a pas la langue dans sa poche, ne trouve pas les mots, mais l'expression de son visage n'a pas de prix et vaut 1000 mots. J'ai trouvé cette réaction absolument parfaite. Une mimique d'anthologie sur le visage de Caitriona Balfe. Et je sais que vous êtes nombreux à l'avoir noté, l'avoir relevé, en avoir parlé, avoir débattu. Il y en a à qui ça plaît énormément, qui trouvent ça fantastique, et puis il y en a qui trouvent que c'est surjoué. Voilà, chacun son avis, il n'y a pas de vérité. Moi, j'ai adoré. Claire pensait ne plus jamais revoir Tom Christie, nous non plus d'ailleurs. Ses aveux pour le meurtre de Malva auraient dû le conduire tout droit sur la potence. Il avait fait acte de rédemption avec son sacrifice, il avait exprimé ses sentiments amoureux à Claire. Logiquement, c'était fin de l'histoire. Mais c'était sans compter sur le twist et les explications en rapport avec l'avis de décès publié dans le journal. Et c'est donc Tom Christie qui a pris l'initiative du faire-part de décès en mémoire de Claire, et pour laisser une trace de leur passage à elle et Jamie. Un personnage secondaire donc qui, par cet acte, endosse un rôle hyper important dans la saga. Imaginez un peu, sans avis de décès, pas de traces dans les archives des journaux, et sans ça, impossible que Brianna et Roger ne retrouvent la trace de Claire en Amérique au XVIIIe siècle. Ni Brianna ni Roger n'auraient passé les pierres. Toute la saga aurait été complètement différente. Et avec le recul, moi je trouve que ça fait waouh, non ? On pourra retourner dire à Roger que ce ne sont ni Claire ni Brianna qui ont changé l'histoire. Dieu a peut-être bel et bien un plan pour chacun, et il pourrait ainsi reconsidérer sa foi. L'effet de surprise du retour de Tom aurait dû être encore plus énorme, puisque les plans initiaux de la production d'Outlander étaient de boucler le sauvetage de Claire, avec les aveux de Tom, dans la saison 6, initialement prévue à 12 épisodes, je vous rappelle, et de faire revenir ce personnage de Tom Christie pour cette scène-là, qu'on a vue dans l'épisode 4, dans la saison 7. Donc après le Droughtlander, donc au bout d'un an et quelques. Alors moi, je pense qu'effectivement, nous aurions été encore plus cueillis que là, puisque là, finalement, ça ne fait que 3 épisodes
qu'on avait vu Tom, hein, et si on binge-watch, c'était il y a 2 heures, quoi. Quoi qu'il en soit, si on en revient à cette scène dans l'auberge, qui est en quelque sorte une nouvelle déclaration d'amour, elle est très émouvante. Dans la lignée de la scène de l'épisode 1, Tom parvient à exprimer de belle manière tout l'amour qu'il a pour Claire. En étant honnête avec lui-même, il s'est libéré de son carcan et nous fait un peu l'effet d'un vieux sentimental, et je dis ça sans ironie, hein. Je respecte vraiment ça, car il exprime un amour inconditionnel qui est douloureux pour lui. La phrase de fin, hein, c'est je ne trouverai pas la paix tant que vous serez en vie. Et moi, je l'interprète de cette façon, c'est que son amour pour Claire est si fort qu'il s'inquiétera toujours pour elle. Et je trouve qu'il est un peu perturbé par le fait qu'il soit tombé amoureux d'elle à ce point-là. Sur le coup, Claire est très émue et ne répond rien à tout cela, hein. On comprend malgré toutes ses émotions dans la scène suivante, lorsqu'elle en parle à Jamie. Mais ça, je développerai tout à l'heure. Passons à notre deuxième femme déroutante, et c'est Brianna. J'ai failli mettre son entretien d'embauche en scène top. Quel aplomb, quelle classe! Moi, j'applaudis des 2 mains. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a vraiment mis le directeur des ressources humaines très mal à l'aise. Et l'acteur est parfait, hein, l'acteur qui joue ce directeur, vraiment excellent. Enfin, il est que de passage là dans la série, mais je le trouve génial. Et cette phrase emblématique du livre qui a été reprise dans les dialogues, hein, quels sont les aspects du poste qui requièrent un pénis? Globalement, c'est ce qui fait la force de cette scène, c'est le soin apporté à l'écriture, des dialogues vraiment ciselés qui s'enchaînent vraiment très très bien. Alors, une partie reprise du livre et une partie aussi écrite pour les besoins de la série. Notamment, le fait d'avoir planté le décor dans cet entretien dans la cafétéria apporte un vrai plus, hein, ce n'est pas comme ça dans le livre. Ça permet cette entrée en matière où le directeur demande à Brianna de lui préparer un café. Et là, on se dit, au secours, vive la considération de la femme. On ressent bien la misogynie. L'écriture est tellement intelligente qu'il est d'ores et déjà établi que les hommes de cette centrale ont un côté un peu rugueux, hein, pour ne pas dire autre chose, et que ça ne va pas être simple pour Brianna. Moi, je trouve Brianna dans cet entretien vraiment fantastique. Elle ne se démonte pas, elle n'est pas intimidée, et elle fait des propositions hyper pertinentes pour réparer des pannes qu'elle a identifiées, hein, on lui a rien demandé. Et le directeur des RH semble découvrir qu'une femme peut être intelligente. Et si on se remet dans le contexte de l'époque, 1980, c'est encore une période de transition sur le marché du travail. Alors certes, les femmes accèdent de plus en plus à l'emploi, elles sont de plus en plus nombreuses à travailler, mais elles occupaient encore rarement des postes à responsabilité, et j'irais encore plus rarement dans des régions très rurales comme les Highlands. On pourra noter que Brianna porte un pantalon dans toutes les scènes de l'épisode, sauf le jour de son entretien d'embauche. Ouais, ça questionne un peu. Une autre question se pose, est-ce qu'elle aurait décroché ce job si elle n'avait pas connu la rudesse et la misogynie du XVIIIe siècle qui lui ont sans doute permis de s'endurcir un peu face à des hommes tels que ce directeur des ressources humaines. Mais passons à notre troisième femme déroutante, et c'est Rachel. Alors, c'est pas le même style, et le mot déroutant est sans doute un peu plus fort la concernant, un peu trop fort. Néanmoins, cette jeune femme ne laisse pas Ian et William indifférents. En quelques phrases bien envoyées, on ressent chez elle un caractère bien trempé. Cela fait réagir Ian, puis William aussi dans la scène du rasage. D'ailleurs, Ian la compare à sa tante Claire, ce qui n'est pas peu dire. Et je crois qu'il faut avoir en tête qu'un des principes Quakers est l'égalitarisme. À l'époque, les Quakers étaient beaucoup plus avancés sur l'égalité homme-femme. Les femmes avaient le droit de prendre la parole et étaient écoutées au même titre que les hommes. Et je terminerai ce thème sur les femmes déroutantes avec Mandy, même si on ne peut pas encore la qualifier de femme. Mais je veux dire quelques mots sur Mandy parce qu'on sent déjà le feu des fraiseurs qui brûle en elle. Quelle tempête, quelle chipie. Elle a ce regard déjà bien affirmé de la petite fille qui sait très bien ce qu'elle veut et qui est capable de l'obtenir. Alors non, je n'avais pas fini sur ce thème des femmes pénibles ou déroutantes parce que j'aimerais vous parler de la prostituée que l'on voit au début de l'épisode. La scène en elle-même est dérangeante. Un soldat anglais traîne une prostituée dans la rue en l'accusant d'être vénérienne. Il est dans une furie complètement inarrêtable, probablement alimentée par quelques verres d'alcool.
Ce qu'il lui fait est dur à regarder, c'est violent. C'est sans doute un exemple un peu extrême de ce qui peut arriver à une femme qui met mal à l'aise. Et la production a choisi de montrer les choses sans les édulcorer, à la fois parce qu'il n'y a pas de raison de le cacher, et aussi pour qu'on ressente ce que ressent William. William a été élevé en Angleterre dans un milieu privilégié, protégé. Il n'a évidemment jamais assisté à ce genre de scène, ni même été réellement exposé à une violence, de quelque sorte que ce soit. Et c'est horrible pour William. Il est très choqué par ce qu'il voit. Il est le seul à réagir. Alors il réagit probablement pour deux raisons. La première, c'est que c'est sa réaction naturelle, instinctive, non codifiée, réaction de celui qui n'est pas habitué à voir ce genre d'acte terrible. Et deuxième raison, elle est sans doute liée à ce qu'il est au fond de lui, un homme honorable. Je veux dire par là que même s'il avait déjà été confronté à une expérience similaire ou vécue suite à plusieurs années passées dans l'armée, il aurait sans doute été tout de même porté secours à cette femme. Et cette scène a deux utilités pour moi. Montrer la valeur de William et lui fournir un premier contact avec la réalité de la guerre. C'est aussi une manière de montrer les Anglais comme des envahisseurs, avec ce côté dominant et très vil de l'envahisseur en quelque sorte, du colon. Et cela m'amène à mon deuxième thème, qui est inspiré cette fois-ci du titre de la version française, et que j'ai simplement mis au pluriel, les zones d'inconfort, parce que plusieurs personnages sont confrontés à de l'inconfort. Et je commence par les Mackenzie, qui, bien qu'ayant pu acquérir la maison des ancêtres de Brianna, sont empêtrés dans des travaux qui s'étirent en longueur. Alors en même temps, j'ai envie de dire, à quoi s'attendait-il en achetant une si grande maison quasi en ruine ? Même si la caravane semble grande et assez confortable, comme le dit le type du début d'épisode, n'importe qui serait un peu sur les nerfs à vivre dans un si petit espace. Alors pour autant, Brianna semble s'être plutôt bien adaptée à sa nouvelle vie au XXe, tandis que Roger, j'en ai parlé, semble avoir perdu la foi et peine à trouver sa place. Inconfort. Et j'en ai parlé, c'est mon flop, mais Jamie est lui aussi en zone d'inconfort lorsqu'il fait face à Arnett et doit renoncer au projet pour lequel il est arrivé à Wilmington, repartir en Écosse. Ça, ce n'est plus pour tout de suite. Ian, lui aussi, n'est pas super serein au tout début de l'épisode. La menace Archbug pèse lourdement sur lui, au point de le rendre parano. Il craint pour Jamie et Claire. Et Arch a planté cette petite graine en lui, et ça fonctionne. Pour la petite anecdote, la production a débattu sur le fait de montrer Arch dans la forêt, ou pas. Ils avaient d'ailleurs tourné une séquence où l'on voit Archbug dans la forêt, et ils ont finalement jugé que c'était plus puissant dramatiquement de montrer que tout est dans la tête de Ian. Zone d'inconfort également pour Henry, le cousin de William, qu'on voit au début d'épisode. Il vient d'avoir son affectation pour New York, et alors que William considère que c'est un jour de fête et regrette lui-même de ne pas avoir d'affectation, Henry est beaucoup plus désabusé que William à l'idée de la guerre. On sent qu'il y va peut-être à reculons. Il a sans doute un peu plus d'expérience que William de la guerre, ou alors il n'est pas là de son plein gré. Ce personnage, je vous le dis, a une histoire, une intrigue dans les livres, donc nous le reverrons peut-être dans la deuxième partie de saison. Je dirais que c'est à suivre, parce qu'on ne l'a pas revu jusqu'à l'épisode 8, jusqu'à tous les épisodes diffusés, on ne l'a plus revu, ce jeune soldat. William est envoyé en mission de renseignement. Ce n'est pas ce qu'il attendait. Zone d'inconfort pour lui, mais il ne peut pas se soustraire aux ordres d'un supérieur. Et zone d'inconfort encore lorsqu'il fait face à la rudesse de ce grand marais, et notamment après sa grave blessure. Ian tombe sur William, comme par hasard, dans ce marais, et comprend très vite qu'il est le fils de Jamie, mais il est soumis au secret et on ressent son inconfort lorsqu'il aimerait le rassurer sur son identité et qu'il se tait. Et enfin, inconfort aussi pour les Hunters qui sont chassés de leur communauté d'amis parce que Denzel s'est déclaré pour l'indépendance et que ce n'est pas la ligne qui a été choisie par la communauté des Quakers. Alors, après tous ces inconforts, ces femmes déroutantes, si on parlait plutôt de zone de confort. Parce que pour le coup, j'ai trouvé que Claire et Jamie étaient tous les deux hyper à l'aise l'un avec l'autre. Alors, c'est pas nouveau, vous allez me dire, mais ils sont sur la même longueur d'onde tout au long de l'épisode. Aucun désaccord, aucun malaise, aucun malheur, aucun reproche.
Et même quand Jamie va sur le terrain de « tu as été jalouse de Lyrie ou tu l'es peut-être encore », il n'y a pas de lézard, ça glisse. On aurait pu s'attendre à une réaction de Claire, mais non, même pas. Et franchement, ça fait du bien. Ils sont installés dans une relation très apaisée, où ils se connaissent tellement bien qu'ils savent jusqu'où ils peuvent aller tous les deux dans leur plaisanterie, dans leur taquinerie. Au début d'épisode, Jamie cherche de quoi manger. Une pomme, soi-disant. Claire le connaît trop bien et ne manque pas de pointer le manque de franchise de Jamie. Mais cette taquinerie ne tourne pas au vinaigre. Au contraire, ils s'amusent ensemble. Claire est bien conservée pour une vieille chouette. Et la mention aux fruits et légumes qui permettent d'éviter le scorbut sont un rappel aux premières saisons. En quelque sorte, vous vous souvenez quand Claire parlait déjà de manger du verre, des légumes, je ne sais plus exactement ce que c'était, et j'ai plus l'épisode en tête, et je suis sûre que vous voyez bien de quoi je parle. Mais en quelque sorte, tout ça permet de poser le fait que leur relation est ancienne, même s'il y a eu un trou de 20 ans. Et puis c'est aussi l'expérience qu'ils ont l'un de l'autre qui donne le ton de leur scène à la fin de l'épisode dans la chambre de l'auberge, lorsque Claire raconte sa rencontre avec Tom Christie. C'est Jamie qui lui dit « il t'a touché contre ta volonté » et c'est pour ça que Claire est si heurtée. Jamie a une réaction hyper cool, même s'il plaisante sur le fait, en gros, d'aller casser la gueule à Tom. Il a énormément de compassion pour Tom, il s'amuse aussi un peu de la situation, il taquine Claire. Mais l'ambiance de cette scène où l'on sent Jamie joueur et taquin, je trouve vraiment magnifique. Elle m'a fait penser un peu aux 2 scènes intimes sur le bateau, dans la saison 3. Un joyeux mélange de soupe à la tortue et de liste de choses que Jamie pourrait faire à Claire. Comme dans ces 2 scènes, on a un couple joueur, rieur, complice, tendre et pétri de désir. Et là, la liste énumérée concerne toutes les fois où Jamie a considéré qu'il était en danger du fait d'être au lit avec Claire. Alors pour moi, la fois la plus marquante, c'est la scène de la fin de l'épisode 9 dans la saison 1, où Claire pointe son couteau sous la gorge de Jamie. Là, c'était vraiment très très chaud, dans tous les sens du terme. Le déshabillage de Claire, hyper sensuel, quand Jamie retire ses bas, les lacets de son corset. La lumière de la scène est exceptionnelle. C'est vraiment de toute beauté. Je pense que vous êtes complètement d'accord avec moi. Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que cette image a été reprise dans le générique. Preuve qu'elle ressort vraiment du lot dans la saison. On pourra relever qu'on voit un peu moins de peau que par le passé, un peu moins de chair. Personnellement, je n'ai vraiment aucun souci avec ça. Depuis un petit moment, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai déjà dit. 2 facteurs sont sans doute à prendre en compte pour cela. Les acteurs ont forcément négocié pour qu'on les voit moins nus, et ça c'est tout à fait légitime. Au bout de 10 ans, 7 saisons. Et puis par ailleurs, Kat et Sam n'ont pas l'âge de leur personnage, et il est extrêmement difficile de faire vieillir les corps. Claire a plus de 60 ans, normalement. Évidemment, elle ne les fait pas. Et pour Jamie, c'est 55 ans. Donc là encore, les visages ont beau avoir été vieillis, pour les corps, c'est quand même une autre histoire. Restons sur ces belles images. La caméra se détourne et on observe leurs ébats, en tout cas le début, par le prisme du miroir de leur chambre. On les laisse à leur volupté, on imagine la suite. On connaît le couple, on sait de quoi ils sont capables, donc l'imagination fonctionne très bien. Mon thème suivant, c'est William. J'ai effleuré le sujet de William sur quelques aspects dans le développement de mes thèmes précédents, mais j'aimerais faire un focus plus appuyé sur ce nouveau personnage. Quelle belle découverte, en effet, de ce personnage devenu adulte. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans la saison 7, puisqu'il était apparu dans l'épisode 2 et avait rencontré Brianna. Jamie aussi l'avait aperçu de loin. Et je n'avais pas vraiment développé au moment du décryptage de l'épisode 2. Dans les différentes interviews que l'acteur Charles Van Der Vaart a données pendant la promo de la saison 7, il a expliqué que William a une vision romantique de la guerre, et je me suis demandé en fait ce que ça voulait dire exactement. En effet, on comprend bien que William n'a pas connu la guerre et qu'il s'en est fait une image par les choses qu'on lui a rapportées ou les livres qu'il a lus. Mais une vision romantique, c'est quoi exactement ? Probablement que William s'imagine la guerre au travers de combats épiques et d'actes héroïques. L'imaginer, la voir et la vivre, ce sont en effet des choses bien différentes.
Peut-être que William a vu des peintures de guerre et une iconographie du XVIIIe siècle en la matière, et on peut en juger au travers des tableaux qui sont encore visibles aujourd'hui dans nos musées, donne une interprétation forcément tronquée de la réalité d'un champ de bataille. Dans ces peintures, si vous en avez quelques-unes en tête, on y observe la grandeur de la guerre, au cœur de laquelle la mort du soldat est valorisée, car elle devient une sorte d'engagement au service de la victoire et de la nation. On voit rarement de représentation de la douleur et d'exhibition de la cruauté. Disons que ce n'est pas la thématique majoritaire de ces tableaux. Il y en a, bien sûr, ça existe. Mais voilà pourquoi William est si enjoué pour son cousin qui vient d'avoir une affectation, et voilà pourquoi il déchante en observant la scène du soldat anglais immolant la prostituée. Évidemment, William ne peut pas rester spectateur et essaye d'intervenir. Ce qui lui vaut d'ailleurs une remarque assez flatteuse de la part de son capitaine. Hein. Il a osé s'interposer devant ses frères d'armes. On nous montre un William fermement décidé à combattre les rebelles américains. Il veut se battre pour la couronne. Son dédain, quand il arrache la déclaration d'indépendance pour la tendre en guise de serviette à son cousin, son dédain là est vraiment réel, bien réel. Que penser du capitaine Richardson ? C'est ce supérieur qui envoie William en mission de renseignement. Après cette mission, William aura finalement ce qu'il veut. Il pourra rejoindre les troupes du général Burgoyne à New York. Et donc William doit remettre des lettres à 3 hommes dont il doit retenir les noms. Mais il découvre à la fin de l'épisode qu'un des 3 hommes est en réalité dans le camp des rebelles, un continental. Et en même temps que William, on a un petit doute qui s'insinue en nous. Pourquoi Richardson lui a-t-il demandé de remettre des lettres à des rebelles ? Alors, cela dit, si on remonte un petit peu plus tôt dans la scène où Richardson et William sont confrontés, à la fin de la scène, Richardson lui dit quelque chose du genre prenez garde de ne pas vous faire tuer. Attendez, voir. J'ai noté. Ah non, je sais plus. Enfin, il lui dit prenez garde de ne pas vous faire tuer ou essayez de rester en vie, quelque chose comme ça. C'est plein de cynisme. Bon, une chose à dire, c'est que Richardson, à mon avis, est un nom à retenir pour la suite de la saga romanesque, au moins. Je ne sais pas si la série a prévu quelque chose pour ce personnage. Alors attention dans le forum, enfin dans les commentaires, si vous êtes lecteur, ne mettez pas de spoiler pour les gens qui ne sont que spectateurs de la série. Merci pour eux. Et donc pour William, la traversée du Great Dismal, du Grand Marais, prend des allures de cauchemar quand un serpent effraie le cheval de William, qui l'éjecte de sa selle. Après plusieurs tonneaux roulés-boulés, William se retrouve avec un morceau de bois solidement planté dans son avant-bras. C'est une vilaine blessure qui s'infecte rapidement au vu des rougeurs et du gonflement qu'on observe quelque temps après. Et donc William est désormais seul, sans cheval, sans nourriture et blessé, dans un grand marais qui fait 4000 km². Quelle chance que Yann passe justement par là. Je ne reviens pas sur les coïncidences. Alors, chose étonnante quand même, c'est que Yann ne reconnaît pas William tout de suite. Il l'a jamais vu adulte et le petit portrait qu'il avait vu dans l'épisode précédent est quand même assez ancien. Et donc, les premiers échanges entre eux se font avec beaucoup de méfiance de part et d'autre. Et la réplique... Parlez-vous ma langue ? Aïe, même si certains vous diront que non. Cette réplique est excellente. C'est l'une des préférées de John Bell, il l'a dit en interview. Yann décide tout de même assez vite de soigner la blessure de William. On voit qu'il a bien observé sa tante Claire, mais qu'il a encore des choses à apprendre. Donc la lame du couteau est trempée dans le petit chaudron d'eau bouillie. Bon point. Yann essaye de retirer tous les petits éclats de bois de la plaie. Bon point encore. Alors en revanche, verser de l'eau brûlante directement sur la plaie, pas certaine que ce soit ok là, ça doit faire horriblement mal, surtout sur une plaie à vif et déjà tellement inflammée. Alors à propos de cette blessure, Charles raconte que la prothèse était tellement bien faite qu'il avait parfois la sensation d'être réellement blessé, avec un sentiment qui ressemblait un peu comme à une douleur fantôme. Donc imaginez un peu, les maquilleurs et compagnie font un job hallucinant.
je sais pas si je reparle, je crois pas, mais je vais en dire un mot là sur un peu plus tard quand Denzel essaye d'amputer la plaie et qu'il appuie la scie et qu'on voit le pus. Oh là là, c'est dégoûtant. Et ce bruitage, oh, c'est bouh. C'est Easy Michael Small, pardon, l'actrice Rachel, qui dit qu'elle était vraiment écœurée à ce moment-là. Bon, quoi qu'il en soit, Yann établit son camp avec William et ils peuvent discuter. La série insiste sur le fait que Yann a croisé William au Ridge dans la saison 4. Yann dit quelque chose comme « On s'est vu brièvement quand vous étiez au Ridge ». Donc voilà, la série veut vraiment qu'on entende qu'ils se sont croisés, ce qui accréditerait ma théorie sur le fait qu'ils se soient vus en off-caméra. Il y a une grande curiosité de la part de William qui veut en savoir plus sur la vie chez les Mohawks, la vie de Yann chez les Mohawks. Ça doit lui sembler en effet terriblement exotique. Et puis la discussion dérive sur le champ de mort des Mohawks et qui nous offre une belle immersion dans l'âme de William. À l'occasion de cette discussion avec Yann, on comprend qu'il questionne son identité et ses actes aussi. Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Quelle trace laisserait-il s'il venait à mourir? Et c'est touchant de l'entendre prononcer son nom de papiste, William James, celui que Mac, le palefrenier, lui avait donné. On voit Yann qui réagit, bien sûr. Et justement, les liens et parallèles avec Jamie semblent déjà faire surface pour nous, spectateurs. Déjà, même cause, mêmes effets. Un vilain serpent est à l'origine d'une blessure grave pour laquelle l'amputation est envisagée. Et donc, vous avez forcément en tête l'épisode Monstre ou Héros de la saison 5. Et comme Jamie, William affirme qu'il préfère la mort à l'amputation. Foutu caractère d'Écossais, dirait Claire. Et si la stature du jeune homme fait plus penser à Jamie qu'à Lord John, on sent quand même aussi des manières de gentleman qui seraient plutôt héritées de Lord John. À la fin de l'épisode, on a encore une petite similitude avec Jamie qui est mise en avant, le chaume roux sur le visage de William qu'il est content de faire raser. Et là, les lecteurs savent que William a cette couleur de barbe vraiment en horreur. Difficile de dire si William ferait un bon espion. En tout cas, Rachel ne s'y trompe pas. Elle sait que William ne dit pas toute la vérité. Cela ne l'empêche pas de se confier sur les intentions de son frère Denzel de rejoindre l'armée continentale. Et comme William doit également se rendre au nord vers le régiment de Burgoyne, il propose de faire un bout de chemin avec les Hunters. Le personnage de William est posé. Il est définitivement du côté anglais, sans l'ombre d'un doute. Il veut en découdre. Il possède un code moral. Il vit une petite crise identitaire et il se questionne sur ses actes. On sait aussi qu'il ne veut pas être un espion. Il considère que ce n'est pas une tâche honorable dans un contexte de guerre. Beaucoup n'avaient pas aimé la version pré-ado du jeune William en saison 4. Je crois que la version Charles Van der Waart du William de 18-19 ans fait l'unanimité. Pour ma part, dans la série, il m'a d'emblée été sympathique, tandis que ce n'est qu'à la deuxième lecture des livres que je suis parvenue à m'intéresser réellement au personnage et à être engagée émotionnellement avec ce personnage. Alors ça, c'est probablement lié aux longueurs du récit dans le Grid Dismal, dans le livre. Et parce que si la série et la production avaient voulu adapter toutes les péripéties de William et de Yann aussi dans le Marais, il aurait vraiment fallu un épisode entier. Mais parlons maintenant de Yann, de petit Yann. C'est un plaisir de voir que ce personnage occupe également un peu plus l'écran. On le découvre d'abord un peu torturé par cette menace de Archbug. Il n'a absolument pas pris cette menace à la légère et il craint que Arch s'en prenne à Claire et Jamie car à ce jour, ce sont les seules personnes chères à son cœur. Et je suis quand même un peu partagée par cette attitude de Yann que je ne trouve pas très Mohawk. Il semble pas très combatif sur ce coup-là et ça fait bizarre de le voir aussi effrayé. Mais en même temps, on sait que ce jeune homme a ses vulnérabilités, il les a déjà montrées, comme tous les hommes de cette saga finalement. Un mélange de force et de vulnérabilité qui est souvent lié à la crainte qu'ils ont, non pas pour eux, mais pour des membres de leur famille, pour leurs êtres chers. Un peu plus tard à l'auberge, lorsque Jamie annonce sa décision, un peu forcée, de se battre avec les Continentaux, Yann ne tergiverse pas du tout. Il veut se battre lui aussi,
pour cette terre, pour ces terres. Il a un attachement fort à cette Amérique, terre d'accueil, qui l'a fait devenir homme. Et il propose de partir seul pour aller convaincre des tribus autochtones de rejoindre le combat avec les continentaux. Alors on sait que les tribus étaient partagées sur le choix de leurs allégeances. La série a posé cette problématique dès la saison 6. Ian est un homme qui sait se débrouiller seul dans la nature sauvage, il n'y a pas de doute. Il sait comment se rendre utile. La rencontre fortuite avec William sur sa route sert les besoins de la narration. Il faut qu'on s'en accommode, aussi gros que cela puisse paraître. L'interprétation de John Benn lors des scènes avec William est d'une justesse incroyable. Pour moi, cet acteur est vraiment beau à regarder dans les différentes nuances qu'il nous propose. Homme sûr de lui avec un brin de défi et de supériorité dans les premières interactions entre Ian et William, et puis un homme plus doux, attentionné et bienveillant quand il comprend qu'il est face au fils de Jamie, à son propre cousin. Cette interaction est très inégale entre les deux hommes. Ian sait, et nous aussi on sait, mais William est une fois de plus dans l'ignorance, comme lorsqu'il avait croisé Brianna. Je l'ai dit, Ian gardera le secret. Mais cela ne l'empêche pas de lâcher que Rollo le considère comme un membre de sa famille. Subtil, bon point pour Ian. Les soins portés à William vont jusqu'à lui trouver un médecin qui peut s'occuper de soigner sa blessure pour le sauver. Et de manière très symbolique, Ian laisse le rosaire de Jamie à William. Mais une fois qu'il le sait entre de bonnes mains, il ne s'attarde pas, il poursuit sa mission. Mais il faut encore qu'on parle de sa rencontre avec la jeune Rachel. C'est la première jeune femme qu'il croise depuis un moment. Bon, il y avait eu Malva en saison 6. Et la façon dont ce premier regard a été joué entre les deux personnages nous laisse penser qu'il y a comme une sorte de coup de foudre. C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a définitivement quelque chose qui se passe dans ce premier regard. Peut-être que Rachel est simplement interloquée par les tatouages de Ian. Ian est en tout cas charmé par cette jeune femme qui lui rappelle sa tante Claire par son franc-parler, ses manières fortes. Et Rachel voit peut-être aussi en Ian la figure du héros. Il a sauvé William de la mort d'une façon assez évidente. La série semble avoir posé un nouveau triangle amoureux, car William est lui aussi sous le charme de Rachel. Dans les livres, il est blessé, et dans les premiers temps, il ne parvient pas à utiliser son bras, notamment pour manger. Et une fois qu'il a recouvré ses facultés, il fait comme s'il ne pouvait pas se débrouiller, comme si son bras était toujours bien handicapé, pour que Rachel continue à l'aider à prendre ses repas. Petite technique de rusée, alors on n'a pas vraiment vu ça là dans la série, mais bon voilà, les regards disent beaucoup de choses. Il me reste un dernier thème afin d'évoquer le petit Jem et ses accusations contre les créatures mystiques. Ce n'est pas anodin que Jem invoque ces créatures du folklore écossais. Roger dit lui-même que Jamie n'est pas un menteur. Bree et Roger sont néanmoins interpellés par le fait que Jem y fasse référence. Ce jeune garçon a été élevé dans la culture des Highlands. Archbug, dans la saison 6, lui a dit que sa grand-mère était une sorcière. Il vit en plein milieu des Highlands, c'est normal qu'il baigne dans ce folklore. Et puis, il est dans une famille magique, il a traversé les pierres, et même s'il n'en parle pas, il a cette expérience en lui, indéniable. Et Roger est d'ailleurs en train de poser sur le papier tout ce qu'il sait à propos du voyage dans le temps. Il le fait pour ses enfants. On voit qu'il s'adresse à eux dans ses écrits. La mise au jour de la balle de Bousquet en or, c'est une nouvelle interrogation quant au fait de parler à Jem de cette histoire de grotte et d'or. Je rappelle que ça fait au moins 2 ans que le petit coffret de lettres a été remis au Mackenzie. Dans la série, on a l'impression que c'était hier parce que voilà, les épisodes se suivent, mais il y a un gap de 2 ans. Et moi, j'aime bien ces conversations entre Roger et Brianna, surtout leur attitude de parents, le fait qu'ils soient en accord sur les comportements à adopter. J'aime que Roger questionne son autorité, sa paternité, sa façon d'éduquer les enfants. J'aime qu'il verbalise le fait qu'il aimerait que Jem n'oublie pas ses origines. Et j'aime que Brianna recueille toutes ses paroles en toute décontraction et avec un accord et une écoute sans faille. On sent que leur relation est posée, adulte, sereine. Ils s'aiment, ils se respectent, ils s'écoutent, ils se soutiennent. Et ça fait du bien à voir. On peut s'identifier à eux dans leur galère de parents. Moi, je trouve ça très drôle quand Roger s'interrompt dans sa pâture parce qu'il trouve que subitement,
c'est trop calme dans la maison. Et franchement, quel parent ne s'est jamais dit ça? Trop calme. Ça sent la bêtise, il faut que j'aille voir. Mais revenons aux créatures du petit Jem. Il avoue assez vite pour le réveil. Ok, c'est bien lui qui l'a démonté et pas les Pixies. Alors, est-ce qu'on sent une petite graine d'ingénieur comme sa maman? En revanche, sur le nœud clavier qui pique les biscuits et les boissons, là, il tient bon. Hein. Et c'est quand même rudement plus inquiétant. Quelle est cette créature? Qu'est-ce que Jem a vu exactement? Ça apporte une part de mystère à son histoire et ça, c'est vraiment super. Ça nous laisse dans un mini cliffhanger. C'est pas aussi fort que la guerre à laquelle se préparent Claire et Jamie, mais tout de même, hein, c'est important. Si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus au sujet des légendes et du folklore écossais, je vous invite à venir assister au live que j'animerai avec Amy, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Hi Amy. Vous ferez sa connaissance si vous ne la connaissez pas. C'est une Française expatriée en Écosse qui vit à Édimbourg et qui est passionnée de légendes, de paranormal, de fantômes, de lieux hantés, etc. On lui posera des questions sur le nœud clavier, on verra ce qu'elle peut nous en dire. Et donc c'est tout bientôt, hein, c'est ce mardi 14 novembre en soirée, ici sur YouTube. Il y a une petite chose dont je n'ai pas parlé, c'est votre scène top. J'avais sélectionné 20 scènes de l'épisode et j'ai demandé aux addicts officiennes qui me soutiennent sur Patreon et que je sollicite un peu pour préparer mes décryptages, je leur ai demandé de voter pour leurs 4 scènes préférées parmi les 20 que j'ai sélectionnées. Et voici celles qui sont ressorties. La scène du début d'épisode entre Claire et Jamie manger des pommes, l'entretien d'embauche de Brianna, le retour surprise de Tom et son bisou, et Claire et Jamie dans la chambre de l'auberge sous la douce lumière. Et quelques jours plus tard, je vous ai donc soumis un nouveau vote sur Instagram, cette fois-ci, parmi les 4 scènes, et voici la scène que vous avez choisie à l'unanimité. That's something poor Tom will never know. You didn't know a thing about me when you married me. I knew some things. Besides that, I mean. Que dire? Je ne suis pas étonnée du tout. Nous avons déjà parlé de cette scène magnifique. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Alors pendant les commentaires vocaux des addicts que vous allez entendre, vous allez voir une illustration de Peachmanie se dessiner sous vos yeux. Voilà, c'est un vrai cadeau qu'elle me fait, qu'elle nous fait à tous. Si vous ne connaissez pas encore Violaine, Peachmanie, allez voir ses réalisations sur Instagram, sur Facebook ou Twitter. L'univers Outlander est une grande source d'inspiration pour elle, mais elle fait aussi énormément d'autres choses. Elle a une petite boutique sur Etsy sur laquelle elle vend des imprimés de ses illustrations et de temps en temps, elle réalise des aquarelles, donc des pièces uniques qu'elle fait elle-même sur papier. Souvent, vous pouvez voir la réalisation de ces aquarelles en live sur Instagram. Et puis, elle les propose ensuite à la vente sur Etsy, mais ça part vraiment vite, très très vite, trop vite. À peine le temps de dire ouf et l'aquarelle a disparu. Alors, vous êtes prêts pour les commentaires vocaux ? Alors ici, chacun parle de ce qu'il a ressenti. Pour certains d'entre vous, les scènes avec les Mackenzie ne sont pas dans leur top pour diverses raisons. Une question de timeline, souvent. Ça, c'est ce que j'ai lu sur les réseaux. D'autres ont détesté cette réapparition de Tom Kingsley. Quoi dire? Il n'y a pas de vérité. Ce qui est important, c'est ce que ces scènes nous provoquent et tout ce qu'elles remuent en nous. Allez, on les écoute. Et cette semaine, je vais avoir le bonheur de découvrir en même temps que vous les commentaires vocaux de 7 addicts et je vous propose qu'on commence par le commentaire de Sylvaine. Bonjour les addicts. Alors pour moi, cet épisode reflète bien le titre donné dans la version française. En effet, le spectateur ne se retrouve-t-il pas, en raison des nouvelles intrigues qui se mettent en place au XVIIIe comme au XXe, de nombreuses fois dans une zone d'inconfort? Mais ceci n'est rien comparé à ce que traversent nos personnages. Claire, Jamie et Ian sont à nouveau confrontés à la guerre. William se retrouve dans des situations bien inconfortables, au sens propre comme au sens figuré, voire périlleuses. Que dire de la rencontre des Hunters qui voit la naissance du triangle amoureux William, Rachel et Ian? Même Brie et Roger, au XXe, cherchent à sortir de leur zone d'inconfort respective. Mais il y a une scène de l'épisode qui surpasse à cet égard toutes les autres, c'est celle du baiser fougueux de Tom. Il s'ensuit alors ce qui est pour moi ma scène top, car à l'inverse des autres, celle-ci apporte le point final à l'axe narratif construit autour de ce personnage,
Personnage énigmatique et fascinant auquel nous disons au revoir dans une scène d'une grande intensité émotionnelle, servie par une très belle scénographie. Tom et Claire sont ainsi assis à l'écart, laissant libre cours à leurs confidences. Le visage de Claire apparaît dans la lumière, tandis que celui de Tom, à l'image de sa propre dualité, Claire n'est-elle pas à la fois source de souffrance et de salut pour lui, semble traversé par une zone d'ombre. À cela s'ajoute le léger crépitement du feu dans la cheminée, accompagnant les douces mais non moins ardentes paroles de Tom. Celui-ci ne lui ouvre pas seulement les portes de son cœur, il lui ouvre également celles de son âme, laissant Claire dans une bien délicate zone d'inconfort. Oh là là, merci Sylvaine. Quelle belle analyse tu fais de cette scène entre Tom et Claire. C'est vrai que je pense que c'est quand même un des points culminants émotionnellement parlant de l'épisode, puisqu'il n'y a pas beaucoup de scènes très émouvantes au sens où on rentre dans l'émotion des personnages. Alors c'est sûr que par exemple le meurtre de la prostituée est assez horrible à regarder, ça provoque une émotion, mais pas du même type. Donc merci pour ça. Sylvaine, je rappelle Enfin non, je rappelle pas, mais je le dis encore cette fois-ci, elle m'a envoyé sa note vocale avant d'écouter mon décryptage, et donc après l'avoir écouté, elle avait peur qu'il y ait des redites par rapport au fait de pointer les zones d'inconfort des personnages, mais pas du tout. Enfin, tu le fais à ta façon et c'est génial. Donc merci à toi Sylvaine. Nous allons maintenant écouter Martine. Coucou Aurélie, coucou à tous et tous, c'est Martine S. Alors, j'ai bien aimé cet épisode d'une part pour la découverte de nouveaux personnages comme les Hunters, mais aussi pour les développements plus importants des personnages de Yann et Willy. Alors, mon flop, c'est le même que toi Aurélie, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Je vais plutôt parler de mes tops. Le premier, c'est l'entretien d'embauche de Brie qui vraiment excelle dans ses dialogues et on retrouve vraiment chez elle les qualités de ses parents et j'aime son franc-parler. Le deuxième, c'est le bisou de Tom à Claire et la suite de sa confession, mais qui nous permet de comprendre la source de l'article du journal. Autre scène qui sera peut-être pas abordée, mais c'est la scène de la prostituée qui est vraiment le summum de l'horreur et de la violence et qui nous permet de découvrir une belle facette de la nature profonde de William. J'ai beaucoup aimé également le couple Brie-Roger qui donne toute sa dimension et même si Roger recherche sa voix, il est émouvant, et attentif et vraiment super dans son rôle de papa poule. Alors, par ailleurs, pas du tout déçu par les Hunters, qui sont tels que je les imaginais, surtout Rachel. Et puis, enfin, je terminerai par le couple Claire et Jamie, toujours solide, qui grandit en sagesse et qui se fortifie encore et encore. Voilà, à bientôt. Waouh, merci Martine, championne de l'efficacité. Tu balayes tant de sujets en 90 secondes. Alors, comme d'habitude, tu as du mal à choisir ta scène top. Tu en mentionnes toujours plusieurs, mais c'est vrai que y a tellement de belles choses dans ces épisodes que c'est souvent difficile de mettre l'une ou l'autre scène sur le podium. Et j'aime que tu aies repris dans tes tops la scène de l'entretien d'embauche de Brianna, comme tu le dis, des dialogues ciselés, j'en ai parlé, mais je pense que nous toutes, en tout cas pour l'audience féminine, on a ressenti ce décalage, et puis ou quelqu'un, un homme dans le monde du travail qui nous a fait sentir qu'on était une femme, on n'était qu'une femme. Et même au XXIe siècle et sur la fin du XXe siècle, c'est des situations qu'on pouvait connaître. Donc franchement, ça fait écho en fait, ça nous rappelle des choses. Martine, on passe aux commentaires d'Antonia. Bonsoir Aurélie, bonsoir les addicts, c'est Antonia. Ce soir, je vais vous parler de Tom Christie, dont nous faisons la connaissance dans la saison 6, tout d'abord à Hawksmoor, puis ensuite à Fraser Ridge. Dès le départ, nous voyons un homme froid, taciturne, sans empathie, peu aimant ou à sa façon, qui met toujours en avant Dieu. Pendant toute la saison 6, difficile d'apprécier ce personnage, sauf pour le dernier épisode où il se présente comme bouclier auprès de Claire et Jamie contre Richard Brown et ses hommes. Dans la saison 7, il nous étonne depuis le premier épisode et nous donne une image de lui plus fragile, certainement due à la souffrance de son vécu, plus humaine aussi, qui affirme et affiche par un baiser prolongé et accentué son amour pour Claire.
À l'auberge, nous avons une très belle scène avec des aveux et son amour pour Claire, qui reste dans son cœur. Il a une très belle phrase: « Je ne trouverai pas la paix tant que vous serez en vie, madame. » Cet acteur, Mark Lewis Jones, dans cette saison est monté en puissance. Il nous a prouvé tout son talent. Bonne fin de soirée et bon week-end. À bientôt. Antonia, un Au revoir. grand merci d'avoir fait ce focus sur le personnage de Tom Christie et de quelle manière. Ouais, tu repars en saison 6 pour nous redire un peu tout ce qui provoquait en nous ce personnage. Et de la fin, et puis voilà, tu parles de la façon dont il a évolué et de la façon dont on s'est finalement un peu attaché à lui. Et la grandeur de ce personnage est liée, comme tu le dis si bien, à cet acteur énorme. Les producteurs n'ont cessé de dire qu'ils étaient tellement contents de l'avoir sur le plateau qu'ils cherchaient finalement des scènes supplémentaires à lui faire pour qu'il soit là. Donc ça, oui, c'est une grande preuve de qualité. Et c'est Katrina Balfe aussi, je pense que vous avez vu les petites vidéos des coulisses que j'ai traduites et qui ont été publiées par Stars au moment de la diffusion de la saison 7. Mais on sent une grande amitié et un profond respect pour le travail de l'un et de l'autre entre Katrina Balfe et Mark Lewis Jones. Merci, un grand merci Antonia, un bel angle pour parler de l'épisode. On écoute Nadine. Bonsoir les addicts. J'ai trouvé cet épisode très intéressant parce que l'on fait enfin connaissance avec William et on en apprend plus sur sa personnalité, son courage et sa bonté. Il ressemble vraiment à son père. J'ai aussi aimé la scène de l'entretien d'embauche. Vraiment, Brianna a bien le caractère de sa mère. La scène, bien sûr, de Jamie et Claire dans l'auberge, pleine de tendresse et de sensualité. Mais quand même, je me demande pourquoi Jamie s'est arrêté devant Arnett. Il va de nouveau falloir combattre. Mais il ne peut rien contre son destin, n'est-ce pas? Bisous à tous. Merci Nadine. Très très synthétique, mais tu pointes les ressemblances des enfants de Jamie et Claire aussi. En tout cas, William ressemble à Jamie, Brianna ressemble à ses parents. Et la dernière question que tu poses, c'est vrai qu'on aurait envie de rentrer dans la scène et de dire à Jamie, non, c'est bon, t'arrêtes pas, passe ton chemin. Va au bateau, retourne en Écosse. Et oui, malheureusement, c'est reparti pour la guerre. Et Jamie est sans doute fait pour ça. C'est Claire qui le dit à un moment. Alors, je crois que c'est dans la série d'ailleurs, puisque c'était dans les teasings. Mais ça doit être dans un épisode qu'on voit un peu plus tard. Elle parle à Yann, je crois, et elle lui dit, mais en fait, c'est sans doute ce à quoi il est destiné, faire la guerre, voilà, se battre pour sa famille. On va écouter Violaine, qui m'a envoyé une note vocale depuis sa voiture, vous l'entendrez, mais vous voyez, c'est tout terrain, Violaine. Je te remercie pour ton commentaire. Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est Violaine. J'espère que l'illustration que vous aurez cette semaine vous plaira. Et du coup, je vais donner un petit commentaire, mais bon, qui n'a peut-être pas forcément à voir avec notre couple phare de l'histoire. Moi, mon moment préféré dans cet épisode, c'est bizarrement le moment où on découvre un peu William et un peu ce qu'il a dans le ventre quand il se retrouve confronté à une meute de soldats britanniques qui, en fait, sous l'effet de l'alcool et de l'effet de groupe, osent aller à l'encontre des gens de son camp pour dire qu'en fait, ce que la personne a fait était nul. Donc on voit un peu qu'il tient de Jamie Fraser et qu'il a un peu le courage et l'aplomb de dire ce qu'il pense, même si en fait il est le seul dans l'assemblée. Ça m'a beaucoup plu. Et un autre truc qui m'a énormément plu, c'est la mise en scène, le maquillage, qui nous donne vraiment cette sensation d'être à cette époque-là, l'état lamentable dans lequel la prostituée sort du bordel, l'humiliation publique du soldat qui est encore en culotte, et puis la brûlure, elle est quand même atroce, cette fin de vie. On voit son dernier souffle avec ses raideurs musculaires, donc tout ça m'a vraiment impressionné. Voilà, bisous. Merci Violaine, comme Martine avant toi, on l'a entendu, vous pointez
voilà, le caractère de William déjà prêt à s'affirmer face aux autres. On sent les prémices de ce que va être son personnage et la façon dont il va grandir avec des valeurs et oui, enfin comme on dit, le côté un peu guerrier en lui, on le ressent déjà. Et je te remercie aussi d'avoir pointé les décors, les costumes, le réalisme de la scène. Alors tu pointes la scène avec la tuée, mais on pourrait en parler aussi pour d'autres scènes. C'est vrai que c'était assez horrible à voir et ça nous fait pas la même chose de le lire, je trouve, et de le voir transcrit à l'écran. Merci encore à toi, Violaine. On écoute Michel. Bonsoir les addicts. Je pourrais vous parler du baiser de Tom à Claire, du changement de plan des Fraser sommés de rejoindre l'armée continentale, de l'arrivée des 2 nouveaux personnages Denzel et Rachel Hunter, mais je vais juste faire un focus sur Brianna et William. On retrouve une Brianna tout en ironie lors de son entretien d'embauche, avec ce côté féministe qu'elle tient de Claire. Il faut savoir qu'en 1965, les femmes obtiennent le droit de travailler sans demander l'accord de leur mari, puis dans les années 80, le pouvoir d'investir des métiers réservés aux hommes, elles qui étaient cantonnées jusqu'alors dans le secteur tertiaire. Les mentalités machistes ont quand même la vie dure, en témoigne la réaction de Roger lorsque Brianna lui annonce qu'elle a décroché le poste. Situation qu'il a du mal à accepter, même s'il est fier d'elle, lui qui n'a pas encore trouvé sa place dans leur nouvelle vie et son rôle de chef de famille. Quant à William, on le découvre un peu plus dans cet épisode, avec tout d'abord son caractère chevaleresque. Puis au cours de la mission qui lui a été confiée par le capitaine Richardson, à la fois courageux comme son père Jamie et fragile comme sa mère Geneva. Courageux mais pas téméraire tout de même quand il s'agit de lui amputer le bras. Sa réaction est similaire à celle de Jamie quelques années plus tôt, après sa morsure de serpent. J'ajouterai donc la fierté. Voilà pour ce soir. Bonne soirée les addicts. Merci Michel pour la fidélité à laquelle tu postes ces commentaires vocaux. J'aime, en fait, vous êtes plusieurs à mentionner Brianna, William, et finalement, est-ce que ces personnages, les enfants, la nouvelle génération ne brillent pas parce que Claire et Jamie sont toujours là, mais un peu dans l'ombre, et ça permet à leurs enfants de briller, d'exprimer ce qu'ils sont. Et c'est vrai qu'on a envie de noter et de relever les similitudes entre les enfants et leurs parents, et tu l'as très bien fait, Michel, et d'autres avant toi aussi. Donc merci pour ça. Il nous reste le commentaire de Laura, et vous voyez l'illustration de Violaine, vous avez sans doute déjà identifié la scène. Il s'agit de votre scène préférée, on va dire en globalité, en majorité, en tout cas une magnifique scène de l'épisode avec une très belle lumière que Violaine va bientôt rendre une fois que son illustration sera presque terminée. On écoute Laura. Hello les addicts. Alors moi, il y a des choses que j'ai aimées dans cet épisode et d'autres moins. Contente de découvrir ces nouveaux personnages là, tels que les Hunters, et puis de bien commencer à connaître William. Franchement, ce personnage a l'air vraiment très intéressant. J'aime beaucoup l'acteur qu'ils ont choisi pour l'incarner. Même physiquement, je trouve qu'il en a de Jamie et Geneva, donc voilà, son caractère bien trempé, sa détermination, franchement ça promet de belles choses. Contente aussi de plus voir Yann aussi dans cet épisode. Franchement, j'adore comme il prend soin de William. Franchement, c'est trop mignon. On voit que se dessine un triangle amoureux là entre lui, Rachel et William. Donc voilà, à voir. Brianna et Roger aussi au 20e, franchement c'est trop mignon de voir qu'ils forment une belle petite famille là dans la Liproc façon années 80. Franchement Brianna a l'air super épanouie dans cette époque, peut-être un petit peu moins Roger. En tout cas j'adore comme elle mène son entretien là d'une main de maître, comme elle cloue le bec à son interlocuteur là, franchement top Brianna. Par contre je suis moins fan de la temporalité là pour le coup, parce que si ça fait que 2 ans qu'ils sont revenus, franchement là les enfants sont bien trop grands, donc pour moi ça c'est un flop. J'aime pas trop aussi comment Jamie a été enrôlé là pour la guerre. En tout cas, la scène où voilà, on lui annonce sèchement ça, où il a pas l'air très content et il se sent un petit peu forcé quoi. Et puis la scène d'après où il annonce à Claire, limite voilà, comme si c'était un choix mûrement réfléchi et bien décidé. Je trouve que là, ça va pas. Il manque quelque chose. Ils auraient dû y avoir une transition. Ah zut, Laura, je crois que malheureusement tu as été coupée en pleine analyse. Je suis désolée. Et je te remercie pour ton commentaire. Je le redis encore une fois, Laura est non lectrice, donc
Chaque épisode est une découverte de l'intrigue et des personnages. Donc, moi, j'aime entendre les commentaires que les non-lecteurs ont à dire parce que forcément, ils nous ouvrent les yeux sur certaines choses et certains éléments. Et globalement, je crois que les non-lecteurs ont apprécié de découvrir William adulte, comme toi, Laura, parce qu'on sent tout le potentiel du personnage. Et puis, c'est également le cas, effectivement, pour les Hunters, même si là, on n'en a pas vu grand-chose. Effectivement, ils sont là et on sent qu'ils vont être là encore dans la suite. Donc, ouais, de belles découvertes. Merci à toi, Laura. Merci à tous les addicts qui m'ont envoyé leurs notes vocales. Nous passons à la conclusion. Les dernières images de l'épisode offrent un côté déjà vu qui me plaît beaucoup. Claire et Jamie mènent les troupes au fort de Ticonderoga. On entend la voix off de Claire qui décrit l'ambiance qui règne lorsqu'ils vont à la guerre. Ce sentiment d'impatience et de crainte mêlée, c'est ce même sentiment qui accompagne tout changement, que ce soit le fait d'être à l'aube d'une bataille, à la veille de commencer un nouveau travail, ou au moment de changer de vie, et je pense aux Hunters. Rester dans sa zone de confort ne permet jamais d'évoluer. Il faut parfois avoir le courage de prendre des risques et se mettre en zone d'inconfort. À ce titre, franchement, le titre de l'épisode est particulièrement bien choisi et je l'aime beaucoup. La musique qui accompagne le générique de fin est géniale. On entend le fifre caractéristique des musiques militaires et ces rythmes très enjoués qui sont entremêlés de la musique dramatique propre à Outlander et on reconnaît les notes de la musique des fées. C'est énorme. Moi, j'ai vraiment hâte que la bande originale des musiques de la saison 7 soit disponible. Je crains fort qu'on ait à attendre qu'on ait la deuxième partie de saison 7. Alors, la dernière image est un travelling arrière sur le fort de Ticonderoga où l'on observe l'agitation des troupes présentes et on se dit que Claire et Jamie vont être au cœur de tout ça dès le prochain épisode. Avant qu'on se quitte, je voulais vous redire qu'il y a tout un tas de bonus vidéos, des photos, des anecdotes de coulisses, le tout traduit en français sur la page dédiée à cet épisode de mon site internet. Il existe une page par épisode. Alors, je ne sais pas si vous êtes très à l'aise pour la navigation sur le site internet, que ce soit sur ordinateur ou téléphone, mais pour retrouver les infos, c'est quand même relativement simple. Il y a un menu déroulant. Vous allez dans l'option série et puis vous choisissez saison 7 et vous sélectionnez analyse d'épisodes. Et c'est là où vous retrouvez tous les épisodes. Ou alors vous avez aussi la loupe, une fonction de recherche, et vous tapez par exemple le titre de l'épisode ou le numéro de l'épisode, et vous allez avoir les résultats de recherche qui vont vous emmener directement sur les bonnes pages. Si mon décryptage vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce sous la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est hyper précieux pour moi. Ça me fait plaisir et ça permet à la vidéo d'avoir une certaine visibilité parmi la masse de vidéos qu'on trouve sur YouTube. N'hésitez pas non plus à me taguer pour commenter à propos de l'épisode ou de ce décryptage. Si vous voulez rebondir sur un point particulier d'épisode ou un avis que je donne dans cette analyse pour dire que vous êtes d'accord ou mieux, si vous n'êtes pas d'accord, utilisez vos stories, identifiez-moi sur Instagram @outlanderaddictfr ou sur Facebook. C'est comme ça que je peux voir vos commentaires. Il y a quelques addicts que je vais remercier. Georgette, Michel, Isabelle, Josette, Martine, P, Monique, Séverine, Martine S, Sylvaine, Jessica, Nadine, Sandrine, Marie, Brigitte, Patricia, Claude, Claire, Karine, Patrice, Agnès, Martine B, Evelyne, Marie-Laure, Nicole, Jacinthe, Stéphanie, Fatma, Joanie, Muriel, Béatrice, Véronique, Maïté, Sylvie, José, Josiane, Martine T, Gérard, Pascal, ce sont les addicts à la folie, passionnément. N'oubliez pas le live, mardi 14 novembre. Amy et moi mélangerons nos deux univers pour vous parler des légendes et du folklore écossais dans Outlander. Je suis très impatiente de vous retrouver à cette occasion. Nous allons passer une bonne soirée. Pas d'inquiétude si vous n'êtes pas dispo mardi, ce sera disponible sur ma chaîne en replay. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain décryptage. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.